Cela s'est déroulé sur une période de 3 ans, et j'en vis encore les conséquences. Pour rappel, mon ex-femme, Emma, et moi avons été mariés pendant 9 ans. Nous avons un fils, Michael. Il vient d'avoir 14 ans. Nous nous sommes séparés quand Michael avait 11 ans. J'ai demandé le divorce après des années à prendre conscience que la personne que j'avais épousée n'était plus quelqu'un avec qui je pouvais construire une vie saine. Ce n'était pas juste un éloignement habituel. Nous étions devenus des personnes fondamentalement différentes, nos valeurs, notre façon de gérer les conflits, tout. Emma pouvait être vindicative, manipulatrice, et quand les choses n'allaient pas comme elle le souhaitait, elle explosait et changeait le récit, se faisant soudain passer pour la victime. J'ai passé tant d'années à me remettre en question, à me demander si je réagissais de manière excessive. Mais avec le temps, la lucidité est venue et j'ai su que je ne pouvais pas continuer comme ça. Ni pour moi, ni certainement pour Michael. Malgré tout, notre relation n'a pas pris fin sur un ton explosif. Je pensais qu'on ferait la coparentalité classique, la garde partagée à parts égales, et qu'on resterait courtois. Je ne voulais pas entrer en guerre avec elle. Vraiment pas. Pour Michael, j'étais même prête à faire preuve de souplesse pour assumer plus de responsabilités si nécessaire. Je voulais juste qu'il ait de la stabilité. Pendant la première année après le divorce, les choses semblaient gérables. Michael partageait son temps entre nous sans problème. Il passait une semaine avec moi, puis une semaine avec elle. Il ne se plaignait jamais. On avait toujours nos soirées cinéma. On cuisinait ensemble, on partait en randonnée le week-end, juste tous les deux. Mais Emma n'était pas contente. Je le sentais à ses petites remarques quand je déposais Michael. Un jour, Michael m'a dit, « Maman a dit, tu m'achètes juste des trucs, pour que je t'aime plus. » C'est faux, n'est-ce pas? J'étais stupéfaite. Je me suis agenouillé à sa hauteur et j'ai dit, « Dis donc, mon pote. Je t'achète des trucs parce que je t'aime, pas pour que tu m'aimes. Il y a une grande différence et j'adore passer du temps avec toi, quoi qu'on fasse. Tu le sais, n'est-ce pas? » Il hocha la tête, mais je voyais la confusion dans ses yeux. Et ça ne s'arrêtait pas là. Emma le culpabilisait constamment. Des trucs comme, « Tu as toujours l'air plus heureuse là-bas. Est-ce parce qu'il n'y a pas de règles chez ton père? » Ou alors, « Je suis la mère ennuyeuse. » Subtil, mais perspicace. J'ai commencé à tout noter. Les dates, les heures, les choses que Michael m'a dites, celles qu'elle m'a dites en personne ou par SMS. J'en parlais lors de nos séances de médiation. À chaque fois, elle avait une excuse. Je suis juste honnête avec mon fils, a-t-elle dit un jour en haussant les épaules. S'il se sent plus heureuse là-bas, ce n'est pas ma faute. Peut-être que je ne le gâte pas, la médiatrice hochait la tête, notait quelque chose, puis passait à autre chose. Rien n'en est jamais sorti. Puis un jour, sans prévenir, on m'a signifié une ordonnance restrictive. Je me souviens avoir ouvert la porte, m'attendant à recevoir un colis ou quelque chose comme ça. Au lieu de ça, un homme en veste grise m'a tendu une enveloppe. « Tu as été signifié », a-t-il dit. À l'intérieur, des documents judiciaires. Emma était allée au tribunal et avait affirmé que j'avais été violente envers elle pendant notre mariage. Elle avait dit craindre pour sa vie, que Michael. Je n'étais pas en sécurité en ma présence. Je lisais les mots encore et encore comme si mon cerveau ne pouvait pas les traiter. Violence physique. Je me renfermais sur moi-même en cas de conflit. Je ne criais pas. Je ne frappais pas. Je n'avais jamais levé la main sur quelqu'un sous l'effet de la colère de toute ma vie. Il n'y avait pas de rapport de police, pas de visite à l'hôpital, pas de SMS, rien. Mais peu importait. Au tribunal des affaires familiales, ce genre d'allégation est pris au sérieux, même sans preuve tangible. Le juge a qualifié cela de prudence. J'ai qualifié cela de cauchemar. Le tribunal a accordé à Emma la garde temporaire et exclusive pendant l'enquête sur les accusations. Du jour au lendemain, ma vie a basculé. Un jour, j'étais un père impliqué, allant chercher Michael à l'école, préparant le dîner avec lui, partant en randonnée, et le lendemain, je le voyais 2 heures par semaine dans un centre de visite surveillé. J'ai raté son 13e anniversaire. J'ai manqué sa première pièce de théâtre à l'école. Je ne pouvais ni appeler, ni envoyer de SMS. Chaque communication devait passer par Emma. Et quand c'était le cas, elle était soit ignorée, soit filtrée, déformée en quelque chose de froid ou de mécanique. Dire que ça m'a brisé, c'est loin d'être suffisant. J'ai plongé dans une spirale infernale.
J'ai commencé à perdre du poids. Je n'arrivais pas à dormir. Je restais éveillé la nuit, les yeux rivés au plafond, avec l'impression d'être effacé de la vie de mon fils. Mes performances professionnelles ont chuté. J'étais en réunion, mais pas vraiment présente. Un jour, mon responsable m'a pris à part et m'a demandé, « Yvan, ça va? Tu as l'air différent. » Que pouvais-je dire? Que mon ex-femme m'accusait de quelque chose que je n'avais pas fait, et que le système l'a cru. Que je ne voyais mon enfant que dans une petite pièce stérile, sous les yeux de quelqu'un comme si j'étais une criminelle. J'ai dû expliquer à mes amis et à ma famille pourquoi ils ne voyaient plus Michael. Certains ont compris. La plupart l'ont compris, mais pas tous. Vous seriez surpris de la rapidité avec laquelle les gens se retirent au moindre murmure de violence, même si ce n'est pas vrai. Certains ont arrêté d'appeler. D'autres se sont simplement tus. Difficile de se défendre de ce genre de choses sans avoir l'air coupable. Mais le pire absolu, c'était Michael. Il s'éloignait pendant ses courtes visites surveillées. Il parlait à peine, refusait de me regarder dans les yeux. Si je lui demandais des nouvelles de l'école, il haussait les épaules. Si je lui disais qu'il me manquait, il baissait les yeux et hochait la tête, mais ne répondait pas. C'était comme si je regardais mon fils me filer entre les doigts, sans pouvoir rien y faire. Je quittais ces visites et restais assise dans ma voiture à pleurer, les mains sur le volant, le front collé au volant, à me demander encore et encore, peut-être qu'elle l'a convaincu. Peut-être qu'il me prend pour un monstre. Cette pensée me rongeait. Et puis un jour, presque un an plus tard, j'ai reçu un message. Numéro inconnu, pas de texte, juste une vidéo. J'ai failli le supprimer. J'ai cru que c'était un spam, peut-être une arnaque, mais quelque chose m'a dit de l'ouvrir. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. La caméra était pointée vers le plafond. Elle devait être installée sur le plan de travail de la cuisine. L'image était encore légèrement de travers, mais le son était clair. Tellement clair. C'était Michael. Sa voix était posée, mais on percevait l'émotion sous-jacente. Pourquoi as-tu dit au tribunal que ton père te maltraitait? Il y eut un long silence. Puis la voix d'Emma, désinvolte, presque agacée. Parce que c'était le seul moyen de m'assurer qu'il ne t'enlève pas. Mais tu leur as dit qu'il t'avait frappé. Tu as dit que tu avais peur de lui. Sa voix était plus sèche cette fois. Sur la défensive. Il fallait que je dise quelque chose qu'il croit. Tu crois qu'il te livrerait si je disais la vérité, qu'il est un meilleur parent? Sois honnête. Elle a ri comme si c'était absurde. De toute façon, ils sont toujours du côté de la mère. Et ce n'est pas comme s'il ne le méritait pas. Il m'a quitté, Michael. Il a brisé notre famille. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est tout. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas dormi de la nuit. Pas de chagrin cette fois, mais d'adrénaline, de soulagement, de rage, d'espoir. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Ma voix tremblait. J'ai quelque chose, une vidéo. C'est Michael. Il a enregistré Emma avouant avoir menti. Tout est là. On peut l'entendre. Il y a eu un silence d'une seconde, puis elle a dit, « Envoyez-le-moi tout de suite. » L'après-midi même, nous étions de nouveau en mouvement. Nous avons déposé une requête en urgence pour présenter de nouvelles preuves. J'ai tout soumis au tribunal, ma déclaration écrite, la transcription complète de l'enregistrement et le fichier vidéo original. Mes mains tremblaient en le lui remettant, mais en moi brillait une petite lueur d'espoir. Nous avons demandé que la garde soit immédiatement réexaminée, arguant que Michael avait été utilisé, manipulé émotionnellement, et que j'avais été injustement écarté de sa vie sur la base de fausses allégations. Il a fallu quelques mois pour revenir devant un juge, de très longs mois. Quand ce jour est enfin arrivé, tout a changé. Michael a témoigné. Il était assis là, ce gamin, mon gamin, ressemblant plus à un homme qu'il n'aurait dû l'être à cet âge. Sa voix était ferme, mais je pouvais lire la douleur dans ses yeux, la trahison. Il a confirmé avoir enregistré la conversation lui-même, sans contrainte, avoir des questions et des doutes et vouloir des réponses. Et lorsqu'il les a obtenues, il savait ce qu'il devait faire. Il a raconté au tribunal que sa mère lui avait demandé de dire qu'il ne se sentait pas en sécurité avec moi. Qu'elle avait déformé ses propos, comme lorsqu'il avait dit que je le laissais veiller tard le week-end. Elle a dit au tribunal que je n'avais aucune structure. Lorsqu'il a mentionné que nous étions allés en randonnée ou que je lui avais acheté de nouvelles chaussures,
elle a prétendu que j'essayais d'acheter son amour. Je suis resté assise là, essayant de garder mon calme, mais intérieurement, j'étais déchiré entre le chagrin et la fierté. Il ne méritait pas d'être mis dans cette situation, mais il a tenu bon. Il a dit la vérité. Emma a essayé de la déformer. Elle a pleuré à la barre. Elle a dit que la vidéo avait été sortie de son contexte. Qu'elle se défoulait. Qu'elle avait été effrayée et émue en disant ces choses. Puis elle a retourné la situation et m'a accusé. Elle a dit que j'avais manipulé Michael pour qu'il fasse l'enregistrement. Que je l'avais coaché. Elle a même dit que c'était un enfant. Il ne comprend pas ce que tout cela signifie. Mais le juge n'y a pas cru. Je n'oublierai jamais ces paroles. Il l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit, « Vous avez utilisé votre enfant comme un pion dans une bataille pour la garde que vous étiez en train de perdre. Vous avez instrumentalisé de fausses allégations dans le fidéicommis de ce tribunal. C'est de la violence psychologique, et vous en serez tenu responsable. » Le jugement est tombé le jour même. La garde a été annulée immédiatement. J'ai obtenu la garde exclusive de Michael. Emma a obtenu un droit de visite surveillée, dont la décision sera réexaminée au bout de 6 mois, à condition qu'elle se conforme aux recommandations d'un thérapeute et suive des cours de parentalité. C'était il y a un peu plus d'1 an. Maintenant, Michael vit avec moi. La maison ressemble à nouveau à un foyer, mais les dégâts qu'elle a causés persistent. Il suit une thérapie. Il essaie de comprendre tout ce qu'elle nous a fait subir, à lui et à nous. Certains soirs, il s'assoit sur le canapé, les jambes repliées sous lui, le regard perdu. Pourquoi a-t-elle fait ça? Ou pire, m'a-t-elle vraiment aimé? Ou étais-je juste un moyen de pression? Et tout ce que je peux faire, c'est respirer profondément, poser une main sur son dos et dire, je pense qu'elle a fait les pires choix possibles. Mais ce qu'elle a fait ne reflète pas ta valeur. Tu ne méritais rien de tout ça. Je sais que c'est déroutant, mais tu n'as jamais été le problème. Je ne la calomnie jamais, même quand j'en ai envie. Même quand je sens les mots au fond de ma gorge comme du feu, mais je ne mens pas non plus. Michael mérite la vérité, sa vérité, pas une version apprêtée qui protège la personne qui l'a blessé. Emma continue d'envoyer des emails, des longs. Elle veut à nouveau la garde partagée. Elle dit qu'elle a changé. Elle dit qu'elle a grandi. Elle dit qu'elle est prête à redevenir mère. J'aimerais pouvoir la croire. J'aimerais pouvoir dire que cette histoire a une fin propre et réconfortante, où chacun guérit et avance. Mais la vérité, c'est que Michael est assez grand maintenant pour avoir son mot à dire, et il ne veut pas revenir en arrière. Il lit les emails, parfois à voix haute, parfois en silence, mais il le fait toujours. Finit par secouer la tête. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a changé. Mais si elle avait vraiment changé, elle se serait excusée auprès de moi, pas seulement auprès du tribunal. Elle serait venue en thérapie. Elle n'insisterait pas autant pour passer à autre chose sans jamais se racheter. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Au lieu de cela, une autre date d'audience est fixée au mois prochain. Elle a de nouveau déposé une demande de garde partagée. Et je serai là, cette fois avec un dossier beaucoup plus épais et un fils qui n'a plus rien compris à ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie serait comme ça. Me battre bec et ongles juste pour être père de mon propre enfant. Trahi par quelqu'un que j'ai autrefois soutenu et avec qui j'ai fait des vœux. Mais je suis là. Je suis debout. Et cette fois, je ne la laisserai plus rien nous prendre. Depuis, Michael se reconstruit lentement. Ça n'a pas été facile. Pas seulement à cause de ce qu'elle a fait, mais parce qu'il est enfin assez grand pour comprendre la profondeur de la trahison. C'est un poids lourd à porter pour un adolescent. Il regrette la version de sa mère qu'il pensait avoir. Celle qui lui préparait son déjeuner et l'embrassait sur le front le soir. Mais maintenant, il y a aussi de la colère. Et c'est quelque chose que nous abordons séance après séance. Parfois, dans la voiture après une séance, il est silencieux. D'autres fois, il parle. Du genre, elle nous a bernés tous les deux. Mais je n'y ai plus cru. J'ai répondu, ça ne fait pas de toi un faible, mon pote. Ça veut juste dire que tu l'aimais. Il n'y a rien de mal à ça. Mais voilà le problème avec les manipulateurs comme Emma, ils ne s'arrêtent pas quand on les prend. Ils changent juste de tactique. Quelques mois après la décision de garde, elle a commencé à jouer la carte de la réforme. Nouvelle coupe de cheveux, nouveau travail.
Ses réseaux sociaux sont soudain remplis de citations thérapeutiques et de légendes de parcours de guérison, de selfies souriants avec des hashtags comme #croissance et #amour de soi. Puis le cadeau a commencé à arriver, des livres, une coque de téléphone de sa couleur préférée, des sachets de bonbons qu'elle sait qu'il adore. Pas de lettres, pas d'excuses, juste des trucs comme si ça pouvait masquer ce qu'elle avait fait. Puis sont arrivés de nouveaux courriels, de longs messages, des pages expliquant qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Comment le tribunal lui avait retiré sa maternité. Aucune mention de ce qu'elle avait fait, aucun remords, juste sa douleur, son histoire, sa perte. En janvier, elle a de nouveau demandé la garde partagée. Elle a affirmé avoir suivi les cours d'éducation parentale, le strict minimum requis. Elle a dit qu'elle était dans un meilleur état d'esprit. Elle a même joint des lettres élogieuses d'un thérapeute qu'elle n'avait vu que 4 fois. Et ce n'était pas celui prescrit par le tribunal. C'était aussi clairement performatif. Aucune mention de l'enregistrement. Aucune mention des visites supervisées. Aucune mention du fait que Michael ne voulait toujours pas la voir sans surveillance. Pourtant, nous avons dû retourner au tribunal. Cette fois, Michael est venu me voir. Je veux parler au tribunal. Je l'ai regardé. Il était assis au bord de son lit, les poings posés sur les genoux. Sérieux. Calme. Tu n'es pas obligé. Votre thérapeute pourrait rédiger un rapport. Ce serait peut-être plus simple. Il secoua la tête. Non, je veux que le juge l'entende de ma bouche, pas qu'il lise un texte. J'étais nerveux, mais je ne l'ai pas arrêté. Il voulait le faire. Il en avait besoin. Michael se tenait là, à seulement 14 ans, vêtu du costume bleu marine que nous avions choisi ensemble le week-end précédent. Je me souviens avoir ajusté son col dans le miroir ce matin-là, mes mains tremblant légèrement tandis que j'essayais de rester calme pour lui. Il m'a regardé et m'a dit, « Tu n'es pas obligé de venir avec moi s'il te le demande. » Bon, je m'en charge. Il l'a fait. Sa voix tremblait d'abord, puis il a pris une inspiration, redressé les épaules et regardé le juge droit dans les yeux. Je ne fais pas confiance à ma mère. Le silence s'est installé dans la salle d'audience, non pas parce qu'elle avait fait une erreur, mais parce qu'elle avait menti à tout le monde et qu'elle ne s'était jamais excusée. Ni à moi, ni à mon père. Elle veut me voir maintenant seulement parce qu'elle est en train de perdre. Il s'est arrêté et a jeté un coup d'œil dans ma direction. J'ai hoché la tête une seule fois, lentement et fermement. Je n'ai pas peur d'elle, mais je ne me sens pas en sécurité avec elle non plus, car la sécurité ne se résume pas à se faire frapper. C'est ce que l'on ressent intérieurement. Je n'ai pas ça avec elle. Je ne sais jamais si elle dit la vérité. Il a parlé de la fois où elle l'a forcé à mentir à un conseiller. Comment elle lui a dit de dire que je m'étais énervé et que je l'avais attrapé alors que je lui avais simplement demandé de partir pendant une de ses crises. Il a dit qu'il ne comprenait même pas ce qu'était la maltraitance à l'époque. Mais elle n'arrêtait pas d'utiliser ce mot comme une arme, le forçant à le répéter, lui donnant l'impression que c'était réel alors que ça ne l'était pas. Sa voix s'est brisée à ce moment-là. Et puis les larmes ont coulé, les siennes et les miennes. J'étais assise là, agrippée au bord du banc, tous mes muscles contractés. J'avais envie de courir le prendre dans mes bras, de lui dire qu'il n'avait plus besoin de faire ça, qu'il en avait assez fait. Mais il a tenu bon. Il a fini fort, plus fort que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Emma n'a pas pleuré, pas une seule fois. Elle était assise là, impassible, les bras soigneusement croisés sur ses genoux. Pas un tressaillement, pas une once de remords. Puis le juge s'est tourné vers elle. « Mademoiselle Smith, avez-vous quelque chose à dire ?» Elle s'est lancée dans un monologue répété sur la croissance et le pardon. Elle a dit qu'elle avait fait ce qu'elle pensait être le mieux. Elle a dit qu'elle n'avait peut-être pas géré les choses parfaitement, mais qu'elle souffrait aussi. Aucune responsabilité, aucune excuse, même pas à lui. Puis le juge lui a posé une question simple. Question. Pourquoi ne t'es-tu pas excusé directement auprès de ton fils ? Emma hésita une longue seconde. Elle resta assise là, clignant des yeux. Je ne voulais pas l'accabler. Je pensais qu'il finirait par changer d'avis. C'était tout. Le juge la regarda longuement. Puis il se pencha en avant, la voix calme mais ferme. Il rejeta définitivement sa demande de garde partagée. Il déclara qu'elle devait regagner même les visites supervisées grâce à des progrès thérapeutiques documentés, dans le cadre d'un plan de réconciliation examiné par le tribunal et approuvé par le thérapeute de Michael, et non par le sien. Il affirma que le bien-être de Michael passait avant tout,
qu'Emma avait fait passer sa fierté et son histoire avant les besoins de son enfant pendant bien trop longtemps. Les conséquences furent immédiates et terribles. Emma explosa après le jugement. Elle m'appela 17 fois cette nuit-là. Quand je la bloquai, elle commença à m'envoyer des SMS de numéros aléatoires. Puis arrivèrent les messages vocaux m'accusant d'avoir monté Michael contre elle, disant que je l'avais empoisonné, que j'avais manipulé le système, et puis un message qui me glaça les sangs. Si cette erreur judiciaire n'est pas réparée, je jure devant Dieu que je vais dénoncer les médias. Je porterai plainte pour discrimination. Je te ruinerai. J'ai tout confié à mon avocat. Le lendemain matin du message vocal, j'étais assis dans ma voiture devant le tribunal avec mon avocat, écoutant les dernières secondes du dernier message d'Emma. Encore une fois. Mon avocate, Rachel, m'a jeté un coup d'œil, les lèvres pincées. Ce n'est pas seulement du désespoir, c'est du harcèlement, et ça s'aggrave. Nous déposons une demande d'injonction aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Je ne voulais pas en faire tout un plat. Je voulais juste la paix pour moi, pour Michael, mais la paix n'était clairement pas quelque chose qu'Emma était prête à accepter sans y être légalement contrainte. Les papiers ont été déposés cet après-midi-là. Ça n'a pas pris longtemps. Entre les enregistrements des messages vocaux, les journaux d'appel, les SMS de numéros inconnus et le ton agressif de ces messages, Rachel a dit que c'était l'un des cas les plus clairs qu'elle ait vus depuis un moment. Mais qu'est-ce qui a vraiment scellé le sort? Le juge que nous avons eu, celui-là même qui a présidé l'affaire de garde. Quand nous en entrons dans la salle d'audience une semaine plus tard, j'ai vu ce même homme ferme, aux cheveux gais, assis sur le banc, examinant le dossier avec un regard que je reconnaissais, une déception contenue. Emma était là aussi. Elle s'était présentée avec un avocat local que je n'avais jamais vu auparavant et avait l'air complètement différente. Ses cheveux étaient un plus foncés, son maquillage plus soigné, essayant de ressembler à la femme calme et réformée qu'elle prétendait être en ligne, mais le masque n'a pas tenu longtemps. Mademoiselle Smith, j'ai visionné les enregistrements et les messages. On vous a averti devant ce tribunal de ne pas faire passer votre fierté avant le bien-être de votre enfant. Cet avertissement est clairement tombé dans l'oreille d'un sourd. Emma a essayé d'interrompre quelque chose à propos d'émotions exacerbées et de son manque de clarté mentale. Son avocate a renchéri en invoquant le contexte et les malentendus. Le juge a levé la main. Silence. Je ne suis pas là pour négocier. Je suis là pour protéger un enfant et son père. Il s'est de nouveau tourné vers EMO. Menacé de ruiner la vie de quelqu'un parce que vous n'avez pas apprécié une décision. Porteur des accusations sans fondement. Le harcèlement par téléphone sur plusieurs numéros est non seulement inacceptable, mais criminel. Encore une mésaventure de ce genre, Mademoiselle Smith, et vous ne pourrez plus entrer dans une salle d'audience de votre plein gré. Vous serez escorté, menotté. Un silence de mort régnait dans la salle. Emma était devenue pâle. Injonction restrictive accordée. Vous ne devez pas contacter Monsieur Ivan ou Michael Smith par téléphone, SMS, email, courrier postal ou par l'intermédiaire d'un tiers. Vous devrez vous tenir à au moins 150 mètres d'eux en permanence. Le non-respect de cette injonction entraînera une arrestation immédiate. Il a claqué le marteau. C'était tout. Emma n'a pas dit un mot. Elle a juste rassemblé ses affaires avec raideur, évitant complètement le mien du regard, et est sortie de la salle d'audience. Un mois plus tard, nous avons appris qu'elle avait déménagé. Pas d'annonce, pas d'au revoir. Elle n'a pas appelé Michael. Plus de cadeaux, plus de lettres, juste le silence. Et honnêtement, ce silence, c'était un cadeau. Michael et moi avons ensuite fait un long week-end. Juste tous les deux. Nous nous avons campé, grillé des hot-dogs, nous sommes assis à la belle étoile avec une couverture commune, et notre chien, Chief, allongé sur nos pieds. Lors de ce voyage, nous avons adopté un deuxième berger allemand. Michael l'a appelé Echo. Maintenant, c'est nous, moi, Michael, Chief et Echo. Un duo père-fils avec notre propre meute. Parfois, Michael pose encore des questions. Parfois, il se tait, mais les rires reviennent. De vrais rires sincères. Nous partons en randonnée le week-end. Il apprend à conduire. Nous jouons à rapporter la balle avec les chiens et nous regardons des vieux films d'action en boucle. Il est en sécurité. Nous sommes en sécurité. Et pour la première fois depuis longtemps, je peux respirer. Passons maintenant à la deuxième histoire. J'avais 32 ans lorsque le divorce a été prononcé. La procédure a traîné pendant 2 années pénibles,
mais le mal était fait bien avant. Mon ex-femme, Abigail, et moi étions ensemble depuis la fac. Nous nous sommes mariés à 25 ans et avons une autre fille il a 1 an plus tard. J'étais le plus stable. Je travaillais de 9 à 17 heures, je payais les factures. Je prenais le temps, préparais les déjeuners d'Ila, ramassais les morceaux chaque fois qu'Abigail s'effondrait pour un rien, comme un dîner brûlé ou le chien du voisin qui aboyait trop fort. Avec le recul, je crois que je l'aimais plus qu'elle ne m'a jamais aimé. Ou peut-être que j'aimais juste l'idée de ce que je pensais que nous étions. Tout a commencé par des changements subtils. Abigail sortait plus avec ses collègues, changeait les mots de passe de son téléphone, passait moins de temps à la maison. Je m'en suis voulu au début. Peut-être que je n'étais pas assez spontané. Peut-être que j'étais trop rigide, trop pragmatique, trop ennuyeuse. Mais vous savez ce sentiment au ventre quand quelque chose ne va pas? Ce trou noir qui ne disparaît pas? Je l'ai ignoré. Je me suis dit de ne pas être paranoïaque. Je me suis dit de lui faire confiance. Je me suis dit tout ce que j'avais besoin d'entendre pour empêcher la maison de s'écrouler jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Un soir, elle est rentrée tard. J'étais encore debout, assise dans le salon, les lumières éteintes. Elle ne m'a pas vu lorsqu'elle est entrée sur la pointe des pieds. Elle pensait qu'il dormait, mais ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, il est monté sur le canapé à côté de moi, a tiré sa couverture contre moi et a murmuré « Papa ». Maman était en train d'embrasser quelqu'un d'autre dans la voiture. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant précis. Je ne sais pas comment j'ai pu ne pas exploser, mais je n'ai rien dit à Abigail ce jour-là. J'ai attendu. J'ai commencé à chercher. Relevé téléphonique, message, n'importe quoi. Et je l'ai trouvé. Samuel, marié, 2 enfants, travaillait dans la comptabilité, dans la même entreprise qu'elle. Quand je l'ai enfin confrontée, je l'ai assise à la table de la cuisine. Elle n'a même pas essayé de faire l'idiote. C'est Samuel, c'est ça, ai-je demandé. Elle m'a fixé un instant, puis calmement, presque soulagée, elle a dit. Ouais, c'est ça, ai-je dit. Ma voix tremblait. C'est tout ce que tu vas dire? Je ne suis pas heureuse depuis des années, Will. Tu ne m'excites plus, a-t-elle dit comme si elle parlait d'un film dont elle s'était lassée. L'exciter comme si la stabilité et la loyauté étaient des péchés ennuyeux. Elle a déménagé la semaine suivante. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour se retrouver. 2 mois plus tard, elle a accueilli Samuel dans son nouvel appartement pendant qu'il était là. Je ne le savais pas avant qu'il ne me le dise. Elle a appelé une amie de maman qui dort chez elle. C'est là que j'ai demandé la garde. Mais Abigail était plus intelligente, ou du moins plus impitoyable. Elle a joué le rôle de la mère parfaite au tribunal. On aurait dit qu'elle passait une audition. Elle a dit au juge que j'étais distante émotionnellement, que j'étais trop autoritaire. Puis elle a ressorti les textos, ceux que j'avais envoyés sous. Le coup de la colère, ces moments crus où j'avais du mal à me contenir. Des trucs comme « J'espère qu'il te quittera comme tu nous as quittés ». Elle les a déformés, les a transformés en menaces. Elle a pleuré sur cul. Bon sang, elle a même amené Ila à l'une des audiences. Elle a dit de sa douce petite voix « Je veux vivre avec maman parce qu'elle me laisse regarder des films le soir et qu'on mange des crêpes au dîner ». Je me souviens avoir fixé le sol quand elle a dit ça, parce que si je l'avais regardé, j'aurais tout perdu. Et j'ai perdu la garde, la maison, la moitié de mon épargne retraite. Elle a même pris mon chien Max, celui que j'avais depuis avant notre rencontre, prétendant qu'il a été trop attaché à lui. Je me souviens d'être resté sur le pas de la porte, laisse à la main, tandis que Max me regardait comme s'il ne comprenait pas pourquoi je ne venais pas. Ce moment m'a anéanti. On m'avait donné un week-end sur 2 et le mercredi soir. C'est tout. Je suis passé des bisous du soir et de la préparation des repas scolaires à une simple visite dans la vie de ma fille. Et Abigail, elle a posté des photos souriantes sur les réseaux sociaux, elle, Samuel et Ila, comme s'ils étaient une famille Hallmark. Elle a eu une promotion, a commencé à partir en vacances, souriante avec son verre de vin et ses boucles de plage. Et moi, j'ai loué un 2 pièces, j'ai essayé de reconstruire. Pour être honnête, j'ai traversé une période sombre. Le genre de moment où le silence devient pesant. Là où même les plus petites choses font mal, comme l'écho d'un appartement vide ou la façon dont le sac à dos de votre fille reste dans un coin pendant des jours parce qu'elle n'est pas là pour le porter. La thérapie m'a aidé. Le temps aussi. J'ai commencé à travailler en freelance. Je me suis un peu remise sur pied.
Mais je revenais toujours à la vérité. Elle a tout fait. Elle a fait chaque choix en toute connaissance de cause. Elle m'a piétiné, a utilisé notre fille, a tout déformé pour obtenir ce qu'elle pensait vouloir. Et puis, quand ce monde s'est effondré, quand Samuel est parti ou que tout a cessé de briller, elle est revenue, s'est tournée vers l'homme qu'elle qualifiait autrefois d'ennuyeux parce que j'étais la personne sûre, la personne prévisible, la solution de secours. Je me souviens encore de sa voix au téléphone ce jour-là. « Alors, t'en as vraiment fini ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fulminé, j'ai juste dit. J'en avais fini le jour où tu as choisi d'utiliser notre fille comme une arme pour ton ego. Puis j'ai raccroché. Elle n'a plus jamais rappelé après ça. Il a continué de faire des allers-retours, malgré les décisions de justice, mais elle choisit de passer plus de temps avec moi maintenant. Non pas parce que je la gâte, ni parce que je suis la plus drôle, mais parce qu'elle se sent en sécurité, blessée, aimée. La semaine dernière, elle m'a fait une carte pour la fête des pères. Il y avait un petit dessin, nous deux sous un arbre, avec Max à nos côtés. Elle a écrit « Merci de ne jamais m'avoir quitté, même quand tout a changé. » Je ne vais pas mentir, lire ça m'a brisé. Abigail m'a dit un jour que je ne l'excitais pas, mais j'ai appris quelque chose. L'excitation s'estompe. La stabilité, non. La loyauté, non. La gentillesse, non. Elle est seule maintenant. Je ne le suis plus. J'ai Hila, mon chien, ma raison et la paix intérieure que procure le fait de savoir que je n'avais pas besoin de vengeance. Le temps s'est occupé de tout ça pour moi. Elle est revenue en rampant, mais j'ai continué à marcher. C'était environ 3 mois après ce dernier appel, celui où je lui ai dit que j'en avais fini, le jour où elle a transformé notre fille en arme. Quand Abigail a finalement fait un geste, non pas vers moi, mais vers Hila. À ce moment-là, les choses avaient changé. Hila s'était peu à peu davantage intéressé à notre temps ensemble. Plus de questions, plus de rire, plus de confiance. Elle voyait encore sa mère, bien sûr, avec les ordonnances du tribunal et tout, mais l'énergie était différente. On sent quand quelqu'un se présente par devoir. Contre le désir. Hila a arrêté de jouer les intermédiaires. Elle a arrêté de filtrer ses mots pour ne contrarier personne. Elle était juste fatiguée de faire semblant. Ça a commencé subtilement. Abigail a appelé un soir et m'a demandé si elle pouvait aller chercher Hila à l'école une fois par semaine en dehors de ses week-ends habituels. Elle a dit qu'elle voulait être plus impliquée. J'ai marqué une pause, puis j'ai dit « d'accord ». Mais Hila a son mot à dire aussi. Si elle n'est pas à l'aise, c'est interdit. Abigail n'a pas réagi cette fois-ci. Pas de ton sec, pas de menace de poursuite, juste une voix douce, presque gênée, bien sûr. Et je pense que, bizarrement, c'était plus dur à voir que toute sa rage précédente. La colère signifie qu'on a encore du feu. La honte signifie simplement qu'on sait qu'on a fait une erreur. Le premier ramassage ne s'est pas bien passé. Hila m'a envoyé un texto à 15h20. Maman n'est pas encore là. J'ai eu un coup d'estomac. J'ai failli attraper mes clés. J'ai répondu, tu attends toujours? Ouais, assise sur les marches. Je me suis imaginé. Elle était là, son sac à dos sur les genoux, tapant du pied sur le gravier, vérifiant l'horloge de l'école toutes les 2 minutes. Mais avant que je puisse partir, elle a envoyé un nouveau message. Elle est là. Aucune excuse de la part d'Abigail ce jour-là. Juste une excuse marmonnée à Hila. Une histoire de circulation. La semaine suivante, elle était à l'heure. Un progrès, je suppose. Elle a emmené Hila dans un restaurant, un endroit bon marché avec des banquettes graisseuses et une enseigne au néon clignotante. Hila m'en a parlé plus tard, pendant que je l'abordais. Elle était beaucoup au téléphone, a-t-elle dit d'une voix basse, les yeux rivés au plafond. Je ne pense pas que maman sache vraiment comment me parler. Je me suis assise au bord de son lit, repoussant une mèche de cheveux de son front. J'aurais voulu dire quelque chose de profond, de réconfortant, mais tout ce que j'ai réussi à dire, c'est « Je suis fier de toi pour ton honnêteté ». Puis est venue la question plus importante. Abigail a rappelé, cette fois avec quelque chose de nouveau. Une thérapie familiale. Nous 3, a-t-elle dit. Je pense que ça pourrait aider à rétablir la communication entre Hila et moi. Et peut-être qu'elle s'est arrêtée net. Je connaissais ce ton. Elle tâtait le terrain, espérant qu'en arrangeant les choses avec notre fille, elle pourrait revenir dans mon monde, elle aussi. Je n'ai pas mordu.
J'ai juste dit, c'est Lila qui décide. Si elle veut y aller, je l'emmène. À ma grande surprise, Hila a dit oui. Nous y sommes allés. C'était gênant dès le début. Des murs beige neutres. Une thérapeute à la voix douce qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Hila avait apporté un chien en peluche et l'avait serré comme une armure. Abigail a surtout parlé. Elle a pleuré plus que je ne l'aurais cru. J'ai fait des erreurs, a-t-elle dit, la voix brisée. Je me suis perdu un moment. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Surtout de t'avoir utilisé pendant le divorce, Hila. Ce n'était pas juste. Tu ne méritais pas ça. Hila n'a rien dit au début. Elle a juste serré son chien en peluche plus fort. La thérapeute a attendu un moment, puis s'est doucement tournée vers elle. Hila, veux-tu répondre à ce que ta mère a dit? Hila a lentement levé les yeux. Sa voix était basse mais ferme. Je sais que tu es désolé, a-t-elle dit, les yeux rivés sur Abigail, mais je ne sais pas si je veux te faire à nouveau confiance. J'ai vu le visage d'Abigail se dégrader en temps réel. Quand Hila prononça ces mots, je sais que tu es désolé, mais je ne sais pas si je veux te faire à nouveau confiance. C'était comme regarder quelqu'un prendre un coup en plein ventre. Sa bouche s'ouvrit comme si elle avait quelque chose à dire, mais rien ne sortit. Puis elle se referma. Et pour une fois, Abigail n'eut pas de réplique. Pas d'excuses, pas de détournement, pas de discours mielleux pour faciliter la digestion. Elle hocha simplement la tête. C'était tout. Un hochement de tête. Silencieux, presque discret. Nous avons eu 3 autres séances après ça. Il a pris la parole à partir de ce moment-là. Non pas parce qu'elle essayait de contrôler la salle, mais parce qu'elle avait enfin l'espace pour parler sans craindre que cela ne soit utilisé contre elle. Et Abigail, elle, écoutait. Vraiment. Parfois, elle pleurait, mais c'était différent cette fois. Moins dramatique, moins théâtral. Plutôt comme si elle laissait apparaître les fissures sans essayer de les recoller en temps réel. Je ne savais pas si c'était trop peu, trop tard ou juste tard, mais quelque chose changea. C'était la dernière séance. Cela m'est venu. Liela est venue en tenant un morceau de papier plié. Elle attendit que nous soyons tous assis. Puis elle l'a retiré et l'a remis au thérapeute. J'ai dessiné quelque chose, dit-elle doucement. Puis-je le montrer? Le thérapeute sourit et hocha la tête, le lui rendant. Il l'a ouvert et l'a retourné pour que nous puissions le voir. C'était un dessin simple. 3 personnages de bâton et un chien. Un adulte avait les cheveux bruns. C'était moi. L'autre avait des cheveux blonds courts, sa mère. Au milieu se tenait Hila, tenant les 2 mains. En dessous, dans des lettres de blocage prudent, se trouvaient les mots « Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il suffit d'essayer. » Je n'ai pas respiré une seconde. Abigail a laissé échapper ce petit son à halais, comme le genre qui s'échappe avant l'arrivée des larmes. Elle couvrait sa bouche d'une main et chuchota « J'essaie, bébé. Je le suis vraiment. » Et pour la première fois depuis l'affaire, depuis les mensonges, la course bas, les nuits sans fin de silence et de fureur, je l'ai cru. Cela ne signifiait pas pardon. Essayer n'a pas tout effacé pendant qu'elle ne réécrit pas la voix de notre fille dans un outil. Il est là et elle ne porte pas ce poids. Peut-être. Flicker qu'elle a tenu est parti maintenant. Je le vois dans ses yeux. Elle a lâché prise. Elle a finalement réalisé que tous les ponts ne brûlent pas avec le feu. Certains pourrissent lentement jusqu'à ce qu'ils s'effondrent sous le poids de la trahison. Maintenant, elle apprend à nager. Moi? J'ai continué à marcher. J'ai continué à construire. Et finalement j'ai rencontré quelqu'un. Son nom est Linda. Elle est stable, patiente, gentille, le genre de femme qui ne se précipite pas pour réparer les choses, mais s'assoit à côté de vous et attend que la tempête passe. Elle fait rire Hila comme si c'était la chose la plus simple du monde. Elle n'a jamais essayé de remplacer personne, ne l'a même jamais suggéré. Elle s'est juste présentée et est restée. Une nuit, je lavais la vaisselle et les écoutais rire dans le salon quand Hila est entrée dans la cuisine et a dit « Vous savez quoi, papa ?» Linda se sent comme la paix. Je l'ai regardée, une serviette à la main, un cœur dans ma gorge. Et tout ce que je pouvais penser était « Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même. »